Tu penses connaître tous les secrets du Bitcoin? Alors tu es sur la bonne vidéo car je pense qu'il y a des choses qui vont te surprendre. Une vidéo complète autour de notre Bitcoin préféré pour connaître son histoire, sur qui il s'est influencé, car contrairement à ce qu'on peut croire, le Bitcoin s'est influencé de beaucoup de choses. Son concept, sa tokenomics, est-ce qu'il peut un jour remplacer le dollar? Ethereum, bien que là, ça sera un passage succinct, mais pour bien comprendre le lien entre Ethereum et Bitcoin, les premiers échanges de Bitcoin, les exchanges qui permettent évidemment d'échanger du Bitcoin, bref, programme complet pour tout savoir autour de la légende Bitcoin. Allez, on y va, let's go! Et voilà, si tu voulais tout savoir autour du Bitcoin, les anecdotes, les dates, les influences, bref, la totalité, tu es évidemment au bon endroit et ça me fait vraiment plaisir de faire cette vidéo 100% axée autour évidemment de notre Bitcoin préféré qui aujourd'hui, comme tu peux le constater évidemment sur ce graphe, a repris une domination de plus de 47%. Autant dire, à lui seul, il domine l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Et au moment où je fais cette vidéo, il faut aussi constater que notre ami Bitcoin est à peu près à 26 930 $, ce qui est gigantesque, loin de son ATH, mais c'est déjà quand même un score très impressionnant. Avant de continuer, n'oublie pas évidemment de t'abonner à la chaîne YouTube, d'activer les cloches de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Tous les mardis et les vendredis, 17 h, nouvelle vidéo. Tu as le Twitter pour toute la partie actualité, le Telegram pour les discussions communautaires. Les liens sont évidemment en description. Et n'oublie pas évidemment de liker la vidéo, de mettre ton commentaire pour soutenir la vidéo. Allez, on y va. On commence par l'historique de notre ami Bitcoin. Donc, 31 octobre 2008, une personne ou un groupe de personnes se faisant appeler Satoshi Nakamoto publie le fameux livre blanc du Bitcoin au titre clairement évocateur Bitcoin, a Peer-to-Peer Electronic Cash System. Évidemment, ce livre blanc permet d'expliquer globalement comment fonctionne notre ami Bitcoin et on va s'apercevoir qu'il est le résultat d'une énorme réflexion. Et c'est peut-être ce qui fait aussi sa domination du marché des crypto-monnaies aujourd'hui. Sa tokenomics est plus que bien réfléchie, elle est réfléchie de façon économique. Évidemment, une partie de ce qu'il y a dans ce fameux livre blanc, on va le voir ensemble pendant cette vidéo pour bien comprendre le Bitcoin à 100%. Je te dis, c'est une vidéo de A à Z autour de notre crypto-monnaie préférée. Et du coup, 3 janvier 2009, le premier bloc de la blockchain Bitcoin est lancé. C'est ce qu'on appelle le bloc Genèse, qui est évidemment lancé par Satoshi Nakamoto, ce qui signifie tout simplement le lancement officiel de notre ami Bitcoin. Donc, date évidemment extrêmement importante. Et il ne faudra pas attendre longtemps. Seulement 9 jours après, donc le 12 janvier 2009, Satoshi Nakamoto envoie 10 bitcoins. Mais rappelons qu'à ce moment-là, il n'y avait aucune valeur autour du bitcoin, au-delà de l'exploit technique, bien évidemment. Donc, comme je dis, il a envoyé 10 bitcoins à Hal Finney, un développeur de logiciels relativement connu dans le secteur. Certains lancent même la rumeur qu'il pourrait être Satoshi Nakamoto, mais c'est une idée, évidemment, comme pour la plupart des suspects, qui ne met pas tout le monde d'accord sur cette histoire. Et voilà la date, évidemment, extrêmement importante. On n'a pas le jour, mais c'est en octobre 2009 qu'on a la première vente de Bitcoin documentée contre du dollar américain. C'est pour ça qu'on considère que finalement, c'est la première transaction et c'est la première qui donne un prix réel à notre ami Bitcoin. Et sache que c'est un développeur finlandais, Martti Malmi, qui a envoyé 5050 bitcoins pour seulement obtenir 5,02 $. Véridique, d'où le multiplicateur de folie que je t'ai annoncé en mode noir. Si ces bitcoins étaient gardés jusqu'au moment de son ATH, on serait à fois 60 millions. Car en effet, ça représentait un bitcoin à 0,1 centime de dollar. Et donc, tu vois, quand tu sais que le bitcoin a atteint les 70 000 $ et que cette vente, c'était
0,1 centime de dollar. Tu te dis, c'est de la folie pure. En effet, on est bien sur un multiplicateur de fois 60 millions. Donc, les gens cherchent du fois 100 du machin. Imagine que là, on parle de fois 60 millions. C'est évidemment pas possible de comparer avec les crypto-monnaies aujourd'hui qui sortent avec des préventes sur des market cap déjà très élevés. Le Bitcoin, lui, il est parti de rien. Il est parti de croyances, de soutien. Donc évidemment, même si le multiplicateur est extrêmement impressionnant, on peut difficilement le comparer avec les projets qui sortent aujourd'hui, où il y a déjà énormément de monde qui croit aux crypto-monnaies qui sortent. Mais voilà, ça a permis de lancer tout simplement la première valeur du Bitcoin qui, comme tu l'auras compris, augmentera évidemment extrêmement vite. Et c'est que 6 mois après, donc le 22 mai, c'était hier, joyeux anniversaire, c'était le Pizza Day, donc le 22 mai 2010, où le développeur Laszlo Haniek achète 2 pizzas pour le prix de 10 000 bitcoins. Et donc en fait, il avait proposé à n'importe qui de lui livrer 2 pizzas et lui ferait en sorte tout simplement de fournir 10 000 bitcoins. Et donc au final, c'est 2 grosses pizzas et volontairement, il en voulait 2 grosses car il voulait en garder pour les prochaines journées. Elles ont coûté dans la globalité 41 $. Donc quelqu'un a récupéré 10 000 bitcoins pour 41 $. Mais en réalité, par rapport à l'ancienne transaction, on est déjà à x4, donc 0,4 centimes de dollar, le Bitcoin pour ce fameux achat de pizza. On reviendra dessus parce que finalement, et s'il avait gardé ses Bitcoins, mais ce n'est pas le cas, donc on en reparlera justement plus tard. Là, on va continuer sur l'aspect historique. Et c'est en 2011 que le Bitcoin prend un véritable essor, puisque c'est la première année où le Bitcoin atteint officiellement les 1 $, ce qui est évidemment extrêmement impressionnant. Pour certains, déjà un x100 en réalité. Mais il faut savoir que ceci n'est pas dû au hasard. Les premiers exchanges sont sortis fin d'année 2010 avec bitcoinmarket.com, pas très connu mais on reviendra dessus, mais évidemment avec le très connu MTGOX qui a fait faillite et qui fait encore parler de lui aujourd'hui, et 2 autres qui ont suivi en 2011 avec BTCI, totalement inconnu aujourd'hui, mais un autre qui existe encore aujourd'hui, Bitstamp. Et oui, Bitstamp qui est le premier exchange européen, plus précisément de Slovénie, qui est sorti en 2011 et qui a su miser sur le Bitcoin. Et c'est en 2013 que Changpeng Zhao, dit CZ, qui est évidemment le grand fondateur de Binance, devenu ultra populaire, qui a acquis ses premiers bitcoins justement cette année-là. Et il faut savoir qu'il avait vendu un appartement qu'il avait à Shanghai pour pouvoir acheter ses bitcoins. Donc un risque gigantesque, mais il croyait énormément aux possibilités en termes d'investisseurs de ce fameux bitcoin. Et il a bien eu raison parce qu'il est devenu multimilliardaire depuis. Il faut savoir qu'il les avait achetés à 120 $ dans le courant de l'année 2013, environ septembre, et parce que le Bitcoin a tout simplement dépassé les 1000 $ pendant cette année 2013, ce qui est vraiment extrêmement impressionnant, sachant que le fondateur de Binance, dans la même année, les avait achetés que seulement 120 $. Donc vous imaginez évidemment l'incroyable investissement qu'il a fait, surtout qu'a priori, il a mis l'argent qu'il avait vendu de son appartement. Les appartements à Shanghai qui étaient déjà extrêmement chers à cette époque-là. Mais malheureusement, tout n'a pas été vert dans l'univers du Bitcoin. Le 28 février 2014, c'est une date assez sombre. C'est MTGOX qui dépose le bilan, car malheureusement, l'exchange s'est fait voler 850 000 bitcoins dans une attaque informatique. D'ailleurs, les clients victimes, évidemment, de ce dépôt de bilan sont en train de récupérer leurs bitcoins et on verra ce que ça donnera. Mais il faut bien comprendre qu'à l'époque, ils les avaient achetés aux alentours de 1000 $. Pour certains, un peu plus, pour certains, évidemment, moins. Mais on est évidemment sur des prix très très éloignés du prix actuel de notre ami Bitcoin. Donc évidemment, certains vont récupérer des énormes sommes par rapport aux sommes investies. Et contrairement à ce qu'on croit, le Bitcoin évolue. 2015, premier soft fork, Segwit, qui a amené le Bitcoin en fait à augmenter la taille de ses blocs avec une pseudo-solution de mise à l'échelle. Évidemment, ça ne permet pas d'avoir de grosses capacités en termes de transactions, mais ça a amélioré déjà l'ensemble du réseau. Évidemment, en 2017, une date très importante, le Bitcoin dépasse les 20 000 $ en décembre. Évidemment, ceux qui étaient déjà là à ce moment-là
connaissent bien l'histoire, ça a été un bull run de folie, mais qui s'est arrêté aussi extrêmement vite. Toutes les cryptos ont sacrément explosé à ce moment-là. Et c'est au 1er août 2017 que Bitcoin subit son premier hard fork qui s'appelle Bitcoin Cash et avec la création du fameux BCH. En effet, Bitcoin a connu des soft forks et des hard forks et les soft forks évidemment sont aujourd'hui sur la blockchain. Mais les hard forks du coup ont décidé de vivre dans leur coin leur propre aventure. Par contre 2018 forcément ça a bien craché, c'était un début de bear market difficile, ça a été très difficile évidemment pour les investisseurs qui arrivaient en masse, un peu comme ce qu'on a vécu en 2021-2022, juste peut-être sur un nombre d'investisseurs plus petit forcément, mais un bear market qui a été très mal vécu par un certain nombre d'investisseurs dans l'univers des crypto-monnaies. Et beaucoup de choses, les régulateurs, les messages des politiques, eh ben on entendait exactement les mêmes. Ce qui est assez drôle parce que finalement, il n'y a pas eu de régulation. Malgré toutes les attaques, toutes les critiques des politiques, eh ben on est reparti vers 2021 avec zéro réelle régulation. Ou du moins de façon très minime en fait. Et donc le Bitcoin commence à reprendre du poids en 2019. Puis le fameux halving le 11 mai 2020. Et le halving a pour objectif de diminuer les récompenses des mineurs par moitié. Mais on reviendra dessus parce que les mineurs ne gagnent pas que l'argent, évidemment, qui vient des récompenses de blocs. Donc ça, c'est évidemment quelque chose qu'on va voir après qui est très intéressant et qu'il faut bien comprendre. C'est ce qui fait aussi que Bitcoin est unique aujourd'hui dans son genre. Et ça peut en surprendre certains, mais le 23 avril 2021, c'est une date très importante. Coinbase, donc l'exchange qui à l'époque était encore le plus populaire, malgré ses frais relativement chers par rapport aux plateformes qui étaient en train de monter, fait son introduction en bourse et donc on a notre premier exchange introduit en bourse et donc directement ancré évidemment dans la finance traditionnelle. Et ça, c'est vraiment très important. C'est ce qui amène aussi les crypto-monnaies à changer de dimension, à confirmer un certain nombre d'espoirs et à donner encore plus d'espoir, comme celui justement de remplacer les monnaies fiduciaires comme le fameux dollar. Si aujourd'hui Coinbase n'a plus du tout la même image que l'exchange avait dans le passé, malgré tout c'est une date historique pour notre ami Bitcoin. Bien qu'aujourd'hui le Bitcoin n'est pas vraiment un moyen de paiement, il y a quand même de vraies possibilités de payer un certain nombre de choses, de services, de produits, d'immobilier avec notre ami Bitcoin, grâce à différents prestataires qui se sont lancés dans cette aventure. Et donc pour revenir à notre fameux Pizza Day, c'était hier, j'espère que tu l'as évidemment souhaité en pizza. Donc pour t'expliquer un petit peu plus en détail, Laszlo, développeur un peu feignant, propose sur les forums de Bitcoin tout simplement d'offrir 10 000 Bitcoins à celui qui lui amènera 2 pizzas. La deuxième n'ayant pas pour vocation d'être mangée le jour même, mais de façon tout à fait honnête pour se permettre de glandouiller un petit peu et d'avoir des restes pour les jours suivants. D'ailleurs, la photo que tu peux voir, c'est la photo officielle de l'événement où il a les pizzas avec lui. Et de façon surprenante, un autre membre de ce forum décide d'accepter et va finir par lui livrer ces 2 pizzas pour une valeur globale de 41 $. Et oui, 10 000 bitcoins pour 41 $ et un petit peu de son temps. Et donc ce jour est très important parce que c'est la première fois qu'on a un échange réel entre du bitcoin et une sorte de bien ou de service si tu préfères. Et donc c'est pour ça que le 22 mai aujourd'hui, on fête le Pizza Day qui devient un jour très important, surtout pour les maximalistes Bitcoin, mais aussi pour la plupart de l'ensemble de l'univers des crypto-monnaies. Puis c'est plutôt sympa ce type de date, se faire une pizza le 22 mai, je trouve que c'est un concept plutôt original. Mais il faut bien comprendre qu'en réalité, au-delà du fait que c'est le premier échange aussi contre des pizzas, c'est aussi la première grosse augmentation, et ça peut faire rire aujourd'hui quand on en parle, mais de la valeur du Bitcoin. Car finalement, par rapport aux documentations qu'on avait en termes d'échange, cet achat a été fait 4 fois au prix du Bitcoin précédemment échangé. Donc, en réalité, c'est aussi 1 x 4 sur le Bitcoin, ce qui est une très bonne nouvelle, évidemment, pour l'acquéreur. Même si aujourd'hui, ça nous fait rire quand on sait qu'on parle de 0,4 centimes de dollars par Bitcoin. Et si tu te demandes, et je suis triste de te le dire, mais oui, les Bitcoins ont été utilisés au fur et à mesure du temps, en réalité, et son acquéreur s'est fait des voyages, a acheté des biens, des services. Il n'a évidemment pas gardé ses 10 000 Bitcoins jusqu'aux 70 000 du Bitcoin. Il faut bien comprendre que lui, il les avait eu à 0,4
0,4 centimes. Mais s'il avait gardé évidemment ses bitcoins avec lui, il faut bien comprendre que, en tout cas jusqu'au moment de l'ATH, aujourd'hui il se retrouverait avec une fortune de 600 millions de dollars pour avoir livré 2 pizzas à quelqu'un d'un forum sur lequel il traînait. C'est impressionnant, mais malheureusement ce n'est pas ce qui s'est passé. Les bitcoins ont déjà été utilisés bien avant l'ATH de celui-ci. Mais vous inquiétez pas, il n'a pas été perdant dans l'affaire. Et donc pour ceux qui se posent des questions par rapport à Ethereum, est-ce que Ethereum est un fork du Bitcoin? Eh ben non, ce n'est pas un fork du Bitcoin, mais Vitalik Buterin, donc le créateur d'Ethereum, s'est fortement inspiré évidemment de Bitcoin, il en était fan, mais il y avait d'autres idées en tête et il faut savoir qu'il l'a recodé intégralement. Je vais pas aller plus loin, mais c'est intéressant de le savoir, il faut avouer qu'il a tout refait intégralement en s'inspirant d'un certain nombre de choses. Alors, en termes de tokenomics, je sais pas si tu es au courant comment fonctionne le Bitcoin. Donc, il y a 21 millions de tokens possibles à créer. Le dernier Bitcoin créé devrait arriver en 2140, ce qui fait extrêmement loin. Et donc, plus le temps passe et moins de Bitcoins sont émis, de nouveaux Bitcoins. Et aujourd'hui, il faut savoir qu'on est à plus de 19 millions. Donc, il y a moins de 10% d'inflation possible en réalité sur l'espace de 120 ans. Ce qui était un système assez intéressant parce que l'inflation, en réalité, sur le Bitcoin diminue au fur et à mesure du temps. Et aujourd'hui, ça amène l'offre à être limitée, contrairement à un certain nombre de crypto-monnaies. Une offre limitée, mais une offre qui n'est pas en diminution. Du moins en pratique, parce qu'en réalité, vu qu'un certain nombre de wallets se perdent, etc., etc., il est fort probable qu'en réalité, le nombre de bitcoins réellement en circulation aujourd'hui est déjà déflationniste. Malheureusement, pour les wallets perdus, il est totalement impossible de le savoir. Certains parleraient d'un chiffre quand même de 25% des bitcoins qui ne seraient déjà plus en circulation. Mais évidemment, on est sur des statistiques qui sont invérifiables concrètement. Et donc, les bitcoins qui se créent se font par l'intermédiaire du minage. Et donc, le minage, si tu comprends bien, donc c'est le proof of work et le concept relativement simple de dire qu'on a des mineurs qui vont essayer de trouver la solution pour pouvoir valider une transaction. Et plus le temps passe, et plus ceci est difficile. Et donc, ceux qui arrivent, et ça reste de façon un petit peu aléatoire, résoudre cette fameuse équation, il est récompensé de deux façons. Un, il est récompensé par les frais de transaction payés par celui qui a fait une demande de transaction et également par la création de nouveaux bitcoins sur la blockchain. En revanche, tous les 4 ans environ, les bitcoins qui se créent pour récompenser les mineurs diminuent de moitié. Et ceci environ tous les 4 ans, de façon à baisser tout simplement les gains remportés par ces mineurs. Mais évidemment, ceci peut être compensé si la valeur du bitcoin continue à monter. C'est un système qui est évidemment extrêmement intéressant parce que moins il y a de monde qui mine et plus tu as de chance d'avoir des récompenses toi en tant que mineur. Mais plus il y a de monde qui mine, moins tu as de chance d'avoir des récompenses. Et donc, on se retrouve sur une sorte de balance en termes de récompenses. Et donc, généralement, ceux qui ont le plus de chances finalement d'être récompensés sont ceux qui sont plutôt indépendants avec quelques machines. Mais par contre, les grosses boîtes qui ont énormément de machines dans leur ferme de minage, c'est beaucoup plus risqué pour eux être capable de vendre du Bitcoin au bon moment et pas attendre le dernier moment. Car derrière, on sait que si au bout d'un moment, les récompenses sont de moins en moins intéressantes, soit par la chute du Bitcoin, soit par le nombre de mineurs qui rentrent en scène, si tu vends au dernier moment, et c'est ce qui a failli se passer avec le plus gros mineur de crypto-monnaie, c'est un coup à fermer ta boîte. Et donc heureusement, ils ont été évidemment sauvés au dernier moment par BlackRock, mais ça peut te mettre extrêmement en danger. Et c'est ça qui est intéressant aussi avec le minage. Miner, ça a un coût, que ce soit un coût évidemment sur l'électricité, sur le matériel. Puis quand tu deviens une entreprise que tu veux grossir, évidemment, ça va se tourner aussi sur des salaires, sur des locaux, etc., etc. Donc ça a un coût réel. Et donc il faut réussir à compenser évidemment par les récompenses. Et donc aussi savoir vendre le Bitcoin au bon moment. Car si le prix du Bitcoin baisse trop, mais que le nombre de mineurs n'a pas trop baissé, tu peux te retrouver à miner négativement. Si t'as pas prévu le coup, tout simplement ta boîte est en danger. Mais ce qui rend tout ce concept extrêmement intéressant, ce qui crée une véritable balance. Et ce qui va jouer en fait pour les récompenses des mineurs, c'est le nombre de mineurs sur le marché, mais également la valeur du Bitcoin. Et au moment du halving, on sait que les récompenses, qui parfois peuvent être très intéressantes, diminuent également par 2. Donc pour essayer de restabiliser la balance, mais plutôt à la baisse. C'est un concept évidemment extrêmement intéressant. Ce n'est pas le Bitcoin qui l'a inventé, et ça on va justement en profiter pour en parler. Le Proof of Work existait avant le Bitcoin,
mais Satoshi Nakamoto l'a utilisé pour faire une tokenomics complète et cohérente qui répondait à un besoin réel, celui de faire face à l'effondrement potentiel des monnaies fiduciaires en proposant quelque chose qui garde de la valeur. Et donc la blockchain particulière en fait qui a créé cette notion de proof of work, très intelligente d'ailleurs, c'est une notion qui a été créée par Adam Back avec Hashcash en 1997, mais qui a été utilisée surtout en fait pour lutter contre le spam et les attaques de déni de service. Mais c'est un concept qui a énormément plu à Satoshi Nakamoto et qui l'a repris pour son Bitcoin. Et il avait raison, ce concept est très ingénieux évidemment dans la gouvernance du Bitcoin. Et en parlant d'ailleurs des projets passés, il faut savoir évidemment que le Bitcoin n'est pas la première blockchain, on a déjà parlé de Hashcash, mais avant Hashcash, il y a même eu DigiCash en 1989, créé par David Chaum, et qui était clairement une tentative tout simplement de créer une monnaie numérique, le tout basé évidemment sur la cryptographie. Bien que le projet a fini par sombrer, malgré tout, c'est lui qui a donné les billes à l'ensemble de nos crypto-monnaies aujourd'hui. Bien évidemment, tout ça a énormément évolué, mais c'était déjà une sacrée base, bien évidemment. Et il y a eu aussi le e-gold en 1996, qui était un système de paiement numérique qui était déjà soutenu par l'or physique. Et ça, c'est également extrêmement intéressant. Si tu te rappelles bien, ça te fera penser à nos amis stablecoin, dont d'ailleurs le Pax Gold qui est un stablecoin de l'or. Et donc grâce à eGold, tout simplement, tu transférais de l'or, mais de façon numérique tout simplement. Celle-ci soutenue par l'or physique. Et c'est bien dommage car la boîte finalement a fermé en 2009 pour des problèmes juridiques. Mais en fait, il avait donné énormément de bases aussi à l'univers des crypto-monnaies, Bitcoin, mais surtout, en réalité, les stablecoins qui sont nés un petit peu plus tard. Et le fameux Bimoney, évidemment, en 1998, créé par Wedey, qui lui a apporté le concept de décentralisation par la preuve cryptographique. Et finalement, ce projet n'a jamais été réellement en production, mais il a clairement plus qu'inspiré, évidemment, le Bitcoin. Certains considèrent que Wedey, d'ailleurs, son créateur, pourrait potentiellement être le fameux Satoshi Nakamoto. En tout cas, le Bitcoin fait énormément penser à une suite de ce projet, voire une mise en production d'une version évoluée de ce projet. Évidemment, on ne saura peut-être jamais, mais c'est intéressant de le savoir. Et j'entends certains qui me disent, mais alors le Bitcoin, ça n'a rien de révolutionnaire. Bien sûr que si, c'est extrêmement révolutionnaire. La façon de l'avoir lancé, le fait d'avoir pris un certain nombre d'idées, de les avoir rassemblées, d'avoir créé une tokenomics globalement très cohérente économiquement et faisant face justement aux monnaies fiduciaires qui, en 2008, je le rappelle, vivaient une petite crise importante, il ne faut évidemment surtout pas enlever les bienfaits à Satoshi Nakamoto. Ça reste évidemment un projet extraordinaire, mais contrairement à beaucoup de projets, il n'a pas essayé de réinventer la roue. Il a pris des choses, les a rassemblées, il a créé quelque chose d'extrêmement cohérent, il a évidemment fait ses propres évolutions et il a sorti ce fameux Bitcoin. Et si aujourd'hui le Bitcoin est aussi haut et a atteint un ATH 3 fois au-dessus de ce qu'on avait aujourd'hui, bien évidemment, on peut considérer que c'est un véritable succès. Aujourd'hui, on peut parler de légende. Le Bitcoin est clairement identifiable en dollars. Il n'y a aucun doute là-dessus. Même si les régulateurs veulent contrer le Bitcoin d'une certaine façon, mettre des taxes, beaucoup le considèrent comme un crypto-actif et pas comme une crypto-monnaie. Une différence très importante. Crypto-actif veut dire que tu n'es pas considéré comme une monnaie fiduciaire. Donc forcément, pour un échange ou un service, tu dois passer par une monnaie fiduciaire, même si ça se voit pas forcément, mais légalement, c'est le cas. Et aujourd'hui, évidemment, il a une valeur qui est réelle, qui est solide, même malgré certaines fluctuations, une valeur qui est vraiment soutenue par du dollar qui est positionné à droite à gauche avec d'autres crypto-monnaies. Bref, tout a explosé. Aujourd'hui, sa solidité est réelle. Et du coup, la question que tu vas me poser, et tu as raison, qu'on mérite de la poser, est-ce que le Bitcoin peut remplacer le dollar ? Et en l'état actuel, je vais être honnête avec toi, ce n'est pas possible et il y a des raisons bien concrètes là-dessus. En revanche, le Bitcoin est en train de devenir une vraie valeur. Évidemment, c'est pas encore à 100%, mais on voit que parfois il prend une puissance d'une valeur refuge. Mais aujourd'hui, il n'a pas la tokenomics et la capacité de devenir une monnaie fiduciaire, en tout cas pas comme on la voit aujourd'hui. Alors, pourquoi je dis pas comme on la voit aujourd'hui? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on a besoin de stabilité et malgré tout, le dollar, l'euro et d'autres monnaies fiduciaires sont extrêmement stables. Ce qui permet, par exemple, si toi, t'achètes à un commerçant un produit à 1 Bitcoin, et ben, en l'espace d'une semaine, ceci peut être une perte pour lui.
car on pense par rapport à cette valeur. Et ça, c'est un vrai problème. Il faudrait changer l'intégralité de nos mentalités ou d'accepter de voir des prix qui changent tous les jours. Et pareil pour les échanges, que ce soit internationaux ou les échanges sur une chaîne de production pour créer le produit dans son intégralité, ça paraît juste impossible à appliquer aujourd'hui, la valeur du Bitcoin étant beaucoup trop volatile. En revanche, aujourd'hui, dire que le Bitcoin est l'or numérique, c'est beaucoup plus cohérent. Il est un peu comme l'or, il monte, l'offre a du mal à monter, elle monte tout doucement, c'est exactement comme l'or, on trouve encore de l'or mais beaucoup moins, mais malgré tout, la valeur augmente au fur et à mesure du temps, et donc le Bitcoin en réalité a peu de chances de venir remplacer le dollar, mais a beaucoup plus de chances de venir remplacer l'or. Mais n'oubliez pas une chose, qu'est-ce qui s'est créé autour de l'or ? La monnaie fiduciaire. Même si aujourd'hui elle n'est plus baquée dessus, ça a été le cas pendant évidemment extrêmement longtemps dans nos civilisations. Et le Bitcoin pourrait et logiquement devrait produire la même chose. C'est d'avoir des choses qui se baquent dessus et qui deviennent eux les monnaies fiduciaires par rapport à cette valeur refuge. Donc il est beaucoup plus correct en réalité de comparer le Bitcoin à l'or plus que de comparer le Bitcoin au dollar ou comme le futur tueur du dollar. S'il a évidemment des impacts, et on le voit bien à travers le monde, mais pas lui tout seul, mais aussi avec la contestation globale sur un dollar qui se fragilise, c'est une réalité, mais c'est pas le Bitcoin lui-même en réalité qui remplacera le dollar, mais ça sera évidemment des choses peut-être, pourquoi pas, basées autour de ce fameux Bitcoin. Pourquoi pas des crypto-monnaies, mais pas forcément des crypto-monnaies avec des utilités telles qu'Ethereum et toutes les cryptos utilitaires, mais peut-être des crypto-monnaies qui se baseraient sur le Bitcoin, mais plus proches d'un fonctionnement comme on le verrait par exemple pour une monnaie numérique, avec cette capacité de stabilité impressionnante. Évidemment, aujourd'hui, les stablecoins ne font pas l'affaire, car les stablecoins sont tout simplement des monnaies fiduciaires actuelles. Pour pouvoir le remplacer, il faudrait en fait trouver une crypto-monnaie qui arrive à être stable sans être backée par ces monnaies fiduciaires, et sache qu'il y a un certain nombre de travaux qui sont en cours dessus. J'espère en tout cas que cette très longue vidéo autour de Bitcoin t'a intéressé, j'espère que tu as appris des choses, j'espère qu'elle t'a plu. Peut-être que si cette vidéo marche bien et cartonne bien, on fera une suite, mais qui sera plus du coup basée sur le Bitcoin, mais sur l'après-Bitcoin, donc l'ensemble des crypto-monnaies, car évidemment, il y a encore énormément de choses à voir qui sont extrêmement intéressantes. J'espère évidemment que pour tout ce travail, tu vas liker ces vidéos, que tu vas laisser ton petit com. N'oublie pas de t'abonner évidemment à C0, d'activer les cloches de notif pour recevoir les prochaines vidéos, et on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.